Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les penseurs en série cartonnent littéralement sur TikTok. Démonstration avec notre prof de philo quasiment préféré, Lev Frankel, plus connu sous le nom de Serial Thinker. C'est notre influenceur à suivre cette semaine. Il a une idée derrière la tech, c'est Gaël Musquet. Gaël, avec toi aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit serveur devenu grand, Nginx. Tout à fait, dans la guerre des serveurs web depuis les années 90, la performance est au cœur en fait des batailles et on voit comment en près de 15 ans, ce petit serveur web est devenu leader sur le marché des serveurs web. On va ça avec toi évidemment en deuxième partie de cette émission. Notre question du jour, l'éducation aux médias ne doit pas être limitée à une case horaire disciplinaire. Confidence du ministre Pap Ndiaye à nos confrères de la Dépêche du Midi à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école qui vient de s'achever comme vous le savez. Alors comment apprivoiser l'info hors les murs et sur tous les écrans? On en parle avec nos invités du jour. Sophie Comte, vous êtes cofondatrice de Chute Magazine et bientôt de Chute Explore. Vous allez nous dire pourquoi c'était si important pour vous justement de lancer une déclinaison de votre magazine pour les ados. Bonjour. Bonjour Marjorie. Et puis en duplex avec nous depuis Bordeaux, Anne-Sophie Novelle, journaliste, réalisatrice, autrice du très intéressant Mieux s'informer. Je passe à l'acte, ça vient de sortir chez Actes Sud. S'informer, c'est donc un acte militant et citoyen. On le verra avec vous, Anne-Sophie. Bonjour. Mais d'abord, focus. Il peut parler de l'art, tiens, du combat avec la docteure en philosophie et championne d'aïkido Coralie Camilli, aider les lycéens de la spécialité humanité, littérature et philosophie en 3 minutes top chrono à pouvoir préparer leur bac. Lev Frankel peut littéralement tout faire. Carton plein sur TikTok pour sa chaîne Serial Thinker. Vous le savez, c'est un de nos philosophes préférés ici dans l'école du futur et ça de retour. Tiens d'ailleurs, dans ce plateau et sur ce plateau, dans quelques jours, son portrait, c'est tout de suite avec Xavier Terrade. Salut à tous et bienvenue sur Serial Thinker, la chaîne de philosophie pour tous sur YouTube. Sur sa chaîne YouTube, Serial Thinker n'hésite pas à aborder tous les sujets. Alors aujourd'hui, on va se poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par le sexe? Lev Frankel, son vrai nom est professeur de philosophie à l'université de Strasbourg et au lycée depuis plus de 10 ans. Sur YouTube, les cours sont un peu moins longs qu'en amphi. Vous venez de commencer les cours de philo et c'est pas encore très clair pour vous, hein. C'est quoi au juste la philo? Pas de souci, je vous explique tout en 3 minutes. Si sa chaîne YouTube, qu'il a lancée en 2019, a plus de 8000 abonnés, c'est sur TikTok qu'il cartonne encore plus. Il y était pourtant allé à reculons. En seulement quelques mois, Serial Thinker a collecté plus de 100 000 abonnés, à qui il propose ses fiches philo, parfaites pour réviser le bac. La liberté, c'est un peu la suite de ma fiche sur le devoir. Parce qu'une bonne partie des sujets consiste à se poser la question de savoir si le devoir moral s'oppose à la liberté. Spontanément, on a envie de dire que se soumettre à la morale, c'est une entrave à notre liberté et à nos désirs. Et ce sera peut-être la première partie de votre dissert. Mais pour le philosophe Kant, que nous avons découvert dans la notion précédente, c'est exactement le contraire. Beaucoup considèrent Serial Thinker comme celui qui a sauvé leur bac. Des milliers d'élèves ont révélé avoir eu une meilleure note grâce à ses vidéos. Pendant 1 an, Lev Frankel a aussi enseigné la philosophie en prison. Le professeur se justifie ainsi. On ne fait pas de la philo pour les philosophes, on en fait pour toutes les personnes que la philosophie peut aider. La philo selon Lev Frankel. Allez, on va se demander tout de suite si s'informer c'est un acte militant autant que citoyen. On ouvre notre talk, toute première partie. Et pour mener le débat aujourd'hui avec nous, Sophie Comte, cofondatrice de Chute Magazine et très bientôt de Chute Explore. Chute Magazine, c'est évidemment ce trimestriel qui va explorer à la fois nos pratiques numériques, notre conscience aussi de la tech. Et vous avez eu envie de lancer une déclinaison qui va s'adresser aux ados. On va en parler avec vous dans un instant. De l'éducation numérique à l'éducation à l'information, il n'y a qu'un pas, bien évidemment. On le franchit aussi avec Anne-Sophie Novelle aujourd'hui. En duplex depuis Bordeaux, je rappelle que vous êtes journaliste, réalisatrice, autrice, notamment de cette guide, je ne sais pas comment mieux le dire, chez Actes Sud qui vient de paraître, Mieux s'informer, je passe à l'acte. S'informer, c'est donc un acte militant et citoyen. Ça tombe bien, c'est aussi quelque part l'idée de Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, s'exprimait il y a quelques jours à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Écoutez-le. J'ai souhaité renforcer l'éducation aux médias tout au long de la scolarité. Tout d'abord,
l'éducation aux médias et à l'information comme enseignement transversal reposant sur une diversité de disciplines. L'enseignement moral et civique, l'histoire-géographie, les lettres, mais aussi les langues, et dont les professeurs documentalistes sont le pivot. Nous souhaitons également le renforcer dès le premier degré dans un contexte où les usages médiatiques des jeunes sont aussi de plus en plus précoces. Ensuite, nous souhaitons développer l'apprentissage par la pratique elle-même. Cela passera par l'action du CLEMI dans chaque académie. Nous souhaitons développer les formations, la sensibilisation et les diffusions de ressources. Je pense en particulier aux parents qui doivent être mieux informés sur les risques numériques. Cela passera également par les médias collégiens et lycéens, les journaux scolaires, les web radios, qui sont de formidables opportunités de développer des compétences d'expression orale et écrite. Enfin, parce que l'école ne doit pas avancer seule dans ce domaine, nous nous appuyons sur l'apport du monde de la presse et des médias. La semaine de la presse et des médias dans l'école est une opération dont le succès ne se dément pas, avec 4,5 millions d'élèves touchés. Mais nous souhaitons que les interventions de journalistes dans les classes puissent se multiplier également tout au long de l'année grâce à la part collective du Pass Culture. Nous disposons d'un nouveau levier de généralisation. Je souhaite que désormais tous les collégiens et une majorité de lycéens bénéficient d'une action d'éducation aux médias et à l'information une fois par an. Semaine de la presse et des médias à l'école qui s'est achevée il y a quelques jours donc et qui a donné l'occasion au ministre de l'Éducation nationale de pouvoir mieux poser ses volontés, ses velléités, de s'attaquer vraiment et de prendre à bras-le-corps à cette information et surtout cette éducation aux médias auprès notamment des collégiens. Anne-Sophie, je passe à l'acte pour mieux m'informer. C'est vraiment le cri du cœur que vous poussez aux éditions Actes Sud. Ça vous semble être finalement un bon signal de la part de Pap Ndiaye de tendre aussi la main à l'ensemble des médias, à l'ensemble des journalistes, celles et ceux qui font cette information et qui font ces médias sur toutes leurs formes et sous toutes leurs formes surtout? Oui, c'est assez essentiel dans le sens où on s'est rendu compte avec les attentats de Charlie Hebdo qu'il était important d'expliquer ce qu'est le travail de journaliste, que c'est la liberté de presse. Et le CLEMI a vu son activité augmenter de manière exponentielle depuis ces attentats qui ont eu lieu en 2015. Aujourd'hui, le rapport à l'information, c'est la presse, mais c'est aussi beaucoup de médias qui sont liés à l'univers numérique, à l'ensemble des applications et des outils et des médiums dont on dispose. Mais parfois, il est compliqué d'y voir clair. Donc, quand on est jeune, on passe beaucoup de temps sur ces supports, on s'informe beaucoup, mais on ressent beaucoup de fatigue également. Et pour les plus âgés, c'est encore d'autres problématiques. Parfois, on se sent dépassé par tout ce qu'on ressent et beaucoup aussi abandonnent l'information ou l'évitent. Oui, donc enseigner avoir un esprit critique, ça permet aussi en fait d'être plus aguerri. C'est ce que les Anglais appellent la littératie, en fait, une sorte de manière d'apprendre à manier une sorte d'alphabet informationnel. Donc ces annonces sont bienvenues et en effet, je pense que nous, en tant que journalistes, on devrait passer entre 10 à 20% de notre temps, c'est pas toujours facile, mais à faire du temps, à passer du temps à discuter avec le public pour leur ouvrir un peu la fabrique informationnelle et leur permettre de comprendre comment nous fonctionnons, comment nous travaillons, mais aussi comment eux peuvent aborder cet univers de manière plus sereine. Oui, ouvrir les portes des rédactions comme peuvent le faire plusieurs associations, Lumière sur l'info notamment, qui va témoigner aussi en classe avec des journalistes de tout support, de tout média, de la façon dont justement cette information est fabriquée jour après jour. C'est ce qui est très fort dans votre livre, Anne-Sophie, c'est ce renoncement finalement qu'on constate de certaines parties de nos concitoyens à s'informer parce qu'il y a de l'info-fatigue, parce que parfois on trouve que ces informations sont stressantes. Vous le rappelez, 77% des Français dans leur ensemble, là pour le coup il n'y a pas de distinction d'âge, limitent le flux d'informations ou cessent de les consulter. C'est ce renoncement avant tout que vous voulez combattre? Oui, mais en fait, ce renoncement, il vient d'un ressenti, il vient d'un univers dans lequel on navigue et pour lequel on ne se sent pas véritablement outillé. Donc, il y a quand même un intérêt pour l'actualité. On reconnaît quand même le travail des journalistes, et d'ailleurs de plus en plus, parce que sous l'avalanche de fausses informations, de complotisme, de désinformation, on sait aussi que les professionnels sont peut-être les meilleures ressources pour y voir clair. Donc, ce qui m'inquiète, c'est au-delà de l'aspect individuel, c'est
la santé de nos démocraties, parce qu'une société dans laquelle on n'a plus d'espace d'échange d'informations qui nous amène à débattre publiquement de nos intérêts communs, moi, ça me pose problème. Donc, en fait, c'est comment considérer cette problématique de société et comment apporter des solutions pour s'en emparer. Et ça, je veux dire, c'est dans ma précédente enquête qui s'appelait Les médias, le monde et nous, j'expliquais à quel point on avait devant nous 20 à 30 ans de travail pour justement amorcer ces actions de fond de manière à renouer un lien de confiance plus important. Mais c'est comme dans l'alimentation, hein, une association comme Slow Food a mis 30 ans avant de faire évoluer les rapports entre producteurs et consommateurs. Mais dans le monde de l'information, ça va être pareil et c'est important de s'en emparer dès maintenant. Ça veut dire quoi qu'on a besoin, et j'ouvre évidemment le débat à Sophie Comte aussi en plateau ici avec Chute Magazine et Chute Explore et Gaël Musquet s'il souhaite aussi réagir. Ça veut dire quoi, Anne-Sophie, concrètement, qu'on a besoin d'aller vers une slow info? Je pense que c'est déjà très important de s'interroger sur ses propres besoins, c'est-à-dire qu'est-ce que l'information pour moi, quels sont mes besoins à titre personnel, professionnel, quel est mon mode de fonctionnement, qu'est-ce que j'aime écouter, est-ce que c'est plutôt regarder des images, de la vidéo, est-ce que c'est lire en papier ou sur le web, est-ce que je me sens outillée, est-ce que j'ai du temps à consacrer à ça, est-ce que j'ai de l'argent aussi pour m'informer, et quand on fait le bilan de tout ça, on peut trouver des supports. Et bien souvent, on a une vision assez uniforme du monde médiatique. Et quand on commence à poser des questions, moi, en tout cas, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer depuis que j'ai commencé ce travail sur l'information, bien souvent ont une méconnaissance du paysage médiatique. Et donc, moi, l'idée était de dire, arrêtez de subir, vous avez la possibilité de reprendre la main sur votre régime informationnel, de faire des choix éclairés, de les actualiser fréquemment parce que ce monde est vivant et donc évolue en permanence, mais vous pouvez vous outiller pour que ça vous facilite la vie et que dans votre routine quotidienne ou hebdomadaire, vous puissiez être plus à l'aise dans ce monde de l'information et surtout retrouver le plaisir de débattre avec vos proches parce que j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui souffrent de ne plus pouvoir sereinement discuter avec leurs amis ou leur famille parce que les uns sont soumis à des flots de fausses informations, d'autres tombent dans le complotisme, il y a des opinions parfois qui sont de plus en plus polarisées et donc si nous, médias, on ne s'empare pas de ça, on ne peut pas créer le terrain de jeu fertile qui permette de remettre de la nuance dans tout ça. Ouais, redonner le goût du débat, relancer la discussion sereine et apaisée autant que faire se peut. C'est sûr que la période qu'on traverse notamment n'incite pas forcément à la sérénité de ces débats. On recevait il y a quelques jours d'ailleurs sur ce plateau Romain Pigenel, le directeur de la communication de l'Universion, ce qui vient de faire publier ce baromètre, cette deuxième édition du baromètre de l'esprit critique, qui est passionnant et qui nous redonne justement l'envie de pouvoir appuyer cette éducation justement à l'esprit critique et citoyen. Je voulais retourner la question à Sophie Comte ici en plateau parce qu'en 2019, quand vous avez lancé Chute Magazine, l'idée c'était aussi de se dire qu'on avait besoin de pouvoir ouvrir le débat sur nos propres pratiques tech, numérique, et puis essayer d'observer de façon peut-être un peu plus distanciée l'impact aussi de la tech sur nos vies. C'est avec cette idée-là que vous êtes parti en 2019. Premier numéro. Très beau titre, la femme et l'avenir de la tech. Aujourd'hui, on en est au numéro 13, 17 avril, pour pouvoir se procurer ce prochain numéro qui va interroger notre rapport aux écrans, je crois. L'idée, c'était de se dire, encore une fois, qu'il fallait passer par un support papier pour pouvoir s'interroger sur nos pratiques tech. Exactement, mais c'est vrai que c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Effectivement, il y a les attentats de Charlie Hebdo en 2015, mais depuis, il y a aussi cette transformation numérique de toute notre société qui fait que tout s'accélère. Enfin, on a le sentiment que tout s'accélère. On a aussi une diversité et des contenus pléthores qui ne sont pas que des médias, d'ailleurs, des blogs, etc. Enfin, tout le monde peut aujourd'hui relayer de l'information et finalement, c'est une transformation qu'on subit effectivement, qu'on voit, qu'on a peut-être du mal à appréhender et qui nécessite aujourd'hui de créer peut-être un socle, un corpus de culture numérique en fait, pour pouvoir mieux la comprendre. Et c'est vrai que nous on s'est dit que c'était pertinent de le faire au format papier. Ça peut paraître un peu contradictoire, mais pour nous pas du tout. Au contraire, ça a du sens d'amener cette information au format papier parce que le papier propose une autre temporalité, propose justement de prendre le temps et prendre
prendre le temps à une époque où on ne nous laisse pas le temps justement de nous informer parce qu'on a énormément cette infobésité, plein de petits contenus, etc., c'est extrêmement difficile. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, pour interroger toute cette transformation-là qui est aujourd'hui essentielle et qui touche absolument tous les domaines de la vie, c'est aussi toute la difficulté. On voit bien qu'elle est extrêmement présente, cette transformation numérique, et en même temps, on a énormément de mal à l'appréhender, puisqu'elle est partout, absolument partout, elle infuse toute notre société. Et donc, voilà, pour amener plus un temps de réflexion, comme on dit, prendre de la hauteur, prendre de la lenteur, on a pris un peu le contre-pied du numérique en faisant le numérique au format papier, avec un trimestriel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est dit que c'était une proposition qui avait aussi énormément de sens auprès des adolescents, qui s'informent évidemment beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, pareil, on peut se dire, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire, un petit peu paradoxal d'aller chercher les adolescents avec du papier? Et justement, c'est la proposition qu'on leur fait, de prendre le temps de questionner leurs pratiques numériques, de questionner leur façon de s'informer. Oui, c'est vrai, l'éducation aux médias, ça fera partie de notre proposition éditoriale. Il y aura apprendre comment on sort de sa bulle, par exemple, comment on sort des bulles de filtre qui sont... on connaît ce phénomène de chambre d'écho sur les réseaux sociaux. Avec l'économie de l'attention aussi. Exactement. Et le fait de pouvoir ne pas se laisser finalement embrigader par un algorithme, mais plutôt pouvoir le décrypter pour pouvoir mieux justement l'apprivoiser. De l'éducation à l'information, à l'éducation numérique, il n'y a qu'un pas que tu franchis aussi, Gaël. Oui, complètement. Quand on lit un peu, je t'ai chargé pendant juste que vous parliez, la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand on lit l'article 26, on voit à quel point l'éducation est consacrée comme un droit fondamental. Et cette éducation, elle a une priorité. Elle en a parlé 2 fois chez 2 interventions des attentats de Charlie Hebdo, mais il y a des racines beaucoup plus profondes. Et évidemment, c'est un événement qui a marqué et qui a jalonné en fait l'actualité récente. Mais quand on regarde les fondations même de l'information et de l'éducation, cette déclaration universelle, elle vise et elle dit exprès pourquoi on doit s'éduquer et pourquoi on doit avoir accès à la liberté d'expression et à l'information. Et donc elle dit quoi? C'est pour favoriser la tolérance, la paix entre les hommes, favoriser l'accès aussi à l'éducation, permettre aux personnes de développer des activités aussi pour maintenir cette paix. Et c'est important en fait que l'on soit conscient en fait de ces enjeux fondamentaux, surtout dans les périodes troublées où on va avoir besoin d'actions concrètes sur le réchauffement climatique, sur la gestion de crise, sur les risques majeurs auprès de ces enfants, mais aussi des populations qui sont exposées à ces risques. Oui, c'est tout à fait vrai. Et comment est-ce que justement on peut donner à voir, illustrer, incarner là aussi cette ouverture et ce dialogue, donner finalement à voir, Sophie et Anne-Sophie, autant d'incarnation d'une information, d'une réalité, que de prise pour nos lecteurs, nos internautes, nos auditrices, nos téléspectatrices, pour pouvoir leur laisser se forger une opinion. Anne-Sophie. Il faut passer du temps et c'est là que la pédagogie rentre en jeu. Moi, j'ai par exemple pu dessiner ma vision du paysage médiatique français. Je l'ai partagée sur les réseaux sociaux il y a 3 ans et c'est une carte qui a énormément circulé. Les gens se la sont appropriés, ont dessiné leur propre carte. Des professeurs documentalistes intervenant dans des classes s'amusent à l'utiliser pour présenter le monde de la presse. C'est une représentation très imagée, mais c'est aussi une carte qui permet de raconter des histoires et de proposer une balade dans l'ensemble des supports qui existent et du coup d'en découvrir la diversité et la multiplicité. Donc du coup, c'est ce genre d'outil qui permet de rentrer dans ce système médiatique et puis après de montrer aussi qu'on peut tomber dans le panneau, qu'il y a des menaces qui pèsent aussi sur cette liberté d'informer, qu'on est aussi pris dans nos propres pièges. On parlait de l'esprit critique tout à l'heure, mais la question des biais cognitifs est importante quand on aborde ces questions de rapport à l'information. Donc c'est aussi bien la connaissance du monde de la presse et du travail journalistique que sa propre connaissance des mécanismes, on va dire, intellectuels qui parfois font qu'on n'arrive pas à réfléchir correctement à un sujet, qu'on va se réfugier derrière certaines croyances, qu'on ne va pas... et puis on nous apprend peut-être plus vraiment à être dans une controverse aujourd'hui. On peut vite tomber dans la querelle. Il y a beaucoup de violence en ce moment dans l'actualité, alors que sur les sujets de société, notamment sur les questions de l'eau par exemple, on aurait plutôt besoin d'avoir des débats où chacun puisse véritablement expliquer ses points de vue
participer à la décision publique également. Donc l'information, c'est quelque chose de central dans nos sociétés et on a eu tendance à l'oublier ou à croire que c'était une denrée gratuite, donc du coup sans peu de valeur. Et avec la multiplication des réseaux, chacun prenant la parole aussi, parfois quand on ne réfléchit pas, on peut se porter, transmettre des fausses informations très rapidement et ça c'est important de sensibiliser afin de pouvoir lutter contre les effets concrets que ça peut avoir. Ça ne se passe pas que sur les écrans, ça a des effets sur les élections, on a pu voir au Brésil par exemple. Oui, comment justement le fait qu'on ne puisse plus confronter de façon sereine son opinion sur les réseaux sociaux, mais qu'on ne fasse que de la conforter, a un impact évidemment dans la vie réelle. On continue à en parler avec vous évidemment, Anne-Sophie Novelle. On continue aussi à en parler et on va découvrir Chute Explore dans un instant avec Sophie Comte, la nouvelle version de Chute Magazine dédiée justement aux ados et à leurs pratiques numériques. On vous parle d'information, d'éducation, tiens, joli lapsus, au numérique et à l'information aujourd'hui, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap tout de suite d'Edouard Deniau. Hold up. Like instant power and empowerment and like I'm a superhero. From revolutionising disability, but for all the futuristic potential of human-machine communication, there are many more practical applications for bionics that can have life-changing effects in the present. Everybody deserves to have like 4 limbs. That is a human right. Let's pretend we don't exist. Let's pretend we're in Antarctica. हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौए ज़मां हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Et vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Sophie Comte pour Chute Magazine et Chute Explore. Dans un instant, on va nous-mêmes explorer justement cette nouvelle version du trimestriel qui explore le numérique, cette fois-ci pour les ados. En duplex avec nous depuis Bordeaux, Anne-Sophie Novelle, journaliste, réalisatrice, autrice de cet excellent Mieux s'informer, je passe à l'acte. Un acte militant, oui, c'est chez Tact Sud, ça fait beaucoup d'actes en une phrase, mais on est aussi avec le très actuel Gaël Musquet. Ça tombe bien parce qu'il a une idée derrière la tech. Et Gaël, avec toi aujourd'hui, on revient sur Nginx, un petit serveur web devenu très grand. Oui, complètement. Depuis la naissance des serveurs web dans les années 90, l'univers du web s'est vraiment focalisé sur la performance, la sécurité. On parle régulièrement de failles et de cybersécurité sur ce plateau. Les performances, la légèreté, tous ces critères-là font d'un serveur web un bon serveur web quand ils sont cumulés. Et c'est vrai que depuis les années 90, entre
les serveurs Apache de la fondation éponyme Apache, 2IS de Microsoft, qui ont été sur le podium. Hein. Ces serveurs web étaient plutôt tranquilles. Ils avaient un peu le leadership en termes de part de marché et d'audience. Mais depuis 2014, effectivement, on a un petit serveur hein, qui est né en Russie et qui a grappillé depuis énormément de parts d'audience jusqu'à devenir aujourd'hui leader et depuis mai 2019 ne pas redescendre de la première place du podium. C'est Nginx et en 15 ans, à peine 15 ans, il s'est fait à la fois une réputation et un nom sur le web. C'est aujourd'hui le serveur web le plus utilisé et le plus installé au monde sur la toile. Tout simplement. Alors, il est né comment exactement ce serveur ? Alors, c'est Igor Sysoev qui est un Kazakh, qui est né le 28 septembre 1970. Alors, si vous avez suivi les précédentes chroniques, vous devinerez qu'il est de 10 ans mon aîné. On va faire l'émission où Marjorie m'a gentiment amené une petite tarte à la framboise. C'est vrai. Pour mon anniversaire. Bon, c'était il y a un moment qu'on me... Tu sais. Mais oui. Dernier. Et en fait, Igor, il avait besoin de puissance en fait pour un site à forte audience avec énormément de connexions simultanées. Ce site-là, il s'appelait Rambler. Il s'appelle Rambler. C'est un portail à la fois, un moteur de recherche. Et il a fallu résoudre pour ce site-là ce qu'on appelle le problème du site 10K. Alors le site 10K, c'est la problématique de pouvoir avoir 10 000 connexions actives en même temps sur un serveur. Et donc on imagine qu'au début des années 2000, ça n'était pas simple. Et donc c'est pour ça qu'il a créé Nginx, parce qu'il avait besoin de répondre à ces performances-là. Rambler 1, pour avoir une idée, c'est 500 millions de requêtes par jour. Ouais. Et donc, il crée, il développe ce logiciel, Nginx, qui est libre, qui est disponible sous licence OpenBSD. Et il crée la société Nginx Incorporated en 2011 pour assurer le support de ce logiciel qui prenait énormément d'ampleur. En 2017, il fait de multiples investissements. Nginx est racheté par F5 Inc. En 2019 pour la bagatelle de 670 millions de dollars. Donc, c'est une société américaine en 2019. Et quand on voit les performances d'Nginx, on comprend qu'il soit valorisé aussi cher. Bon, comme quoi, on peut être open source et quand même faire du business. On le voit aujourd'hui avec toi. Pourquoi est-ce qu'il a autant de succès ? Alors, Igor, dès le début, il a changé un peu la manière dont on traitait les requêtes web. Traditionnellement, on avait une requête, un processus qui consommait de la mémoire et évidemment de la puissance au niveau du serveur. Lui, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu découper toutes ces requêtes web en petites tâches qui, au niveau des requêtes, ne vont pas solliciter énormément de mémoire et de ressources, les machines d'État à État. Et donc ça permet en fait d'avoir beaucoup moins de consommation de mémoire vive. Quand on sait combien coûtent ces composants et on voit comment fluctue le prix des composants électroniques, encore plus récemment sur les pénuries, on se rend compte à quel point c'est important d'avoir des logiciels qui consomment le moins de ressources possible. Et donc, le fait de pouvoir traiter comme ça beaucoup de requêtes avec peu de ressources, ça a amené énormément d'avantages par rapport à d'autres serveurs web. L'autre raison, c'est le noyau d'Nginx est extrêmement petit, il est modulaire, donc on va pouvoir rajouter des modules qui vont faire une chose, mais vont le faire très bien. Et donc, pour un certain site, on a besoin d'une ressource particulière, un autre type de logiciel, de protocole. Et le fait comme ça de choisir à chaque fois le module qui est important et qui est pertinent, eh bien, ça évite d'avoir énormément de ressources consommées, mais surtout d'éviter d'avoir des failles de sécurité sur un logiciel qui est monolithique et qui fait un peu tout, mais qui derrière entraîne énormément de vulnérabilité. Tu veux dire qu'il y avait une conscience écologique by design Eh bien là aujourd'hui, on se rend vraiment compte à quel point l'optimisation de ces logiciels va être importante pour l'avenir sur l'empreinte numérique, l'empreinte écologique du numérique. C'est aussi par là que passe l'amélioration de l'empreinte carbone du numérique. C'est aussi
pas uniquement au niveau de la matière, des ressources minières, mais aussi des logiciels. Et l'avantage aussi d'Nginx, c'est d'être capable de répartir la charge. Donc, en fait, c'est un logiciel qui va permettre de faire ce qu'on appelle de la répartition de charge, du load balancing en anglais. Dans la répartition de charge, il va arriver en frontal au niveau du site web et va pouvoir répartir la charge sur différents sites web à d'autres endroits plus pertinents pour répondre au plus près de la requête ou qui sont plus ou moins puissants et donc qui vont consommer plus ou moins d'énergie. Et enfin, sa légèreté, sa flexibilité permet aussi d'avoir un serveur frontal, un service de protocole mandataire pour des serveurs web. Et donc, toutes ces fonctionnalités-là, on fait aujourd'hui d'Nginx qu'il est aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il s'est imposé naturellement, la nature a horreur du vide, mais il s'est imposé naturellement d'évolution des espèces des serveurs web, comme le serveur web le plus utilisé et le plus installé en nombre de machines et en nombre de sites dans le monde. Eh bien, bravo à Nginx. Je rappelle que, évidemment, les chroniques du Gaël sont précieuses parce que si vous passez votre brevet PIX, justement votre brevet de compétences numériques, évidemment, toutes ces infos-là, vous pouvez les retrouver et les creuser grâce à Gaël. C'est intéressant, justement, même si ça peut paraître un peu tech, très technique d'ailleurs, très techy comme ça, Sophie, parce que cette éducation numérique, là aussi, on le sait, c'est une volonté du ministère de l'Éducation, l'étendre au maximum de classes possibles. C'est une promesse qui va être portée pour la rentrée prochaine, en septembre 2023, l'idée d'étendre dès le collège, dès la classe de 5e notamment, cette éducation aux compétences, là aussi numériques, mais aussi aux métiers. Essayer de comprendre le numérique dans son ensemble. C'est aussi une des missions de Chute Magazine, même si votre angle à vous est plus une réflexion sur les pratiques et sur quasiment une philosophie de la tech. C'est ça, sociologie, philosophie, exactement. Mais c'est vrai qu'il faut revenir aussi à ce côté pratique, aller de l'autre côté de la machine, comme dit Aurélie Jean. C'est vrai que voilà, il faut appréhender, pouvoir mieux comprendre en fait comment tout cela fonctionne. Et c'est tout à fait à la portée des adolescents. Il n'y a aucun souci avec ça. En fait, nous on se dit que finalement, il faudrait qu'il y ait des cours. Enfin, c'est très bien cette initiative, qu'il y ait des actions une fois par an, dès la CM2 jusqu'au lycée d'éducation média. Mais plus que ça, en fait, il faudrait qu'il y ait des cours d'éducation civique et numérique dans tous les collèges. Ça nous paraît essentiel aujourd'hui. Alors effectivement, il y a un point important qui est de comprendre vraiment les risques. Et évidemment, on parle beaucoup de cyberharcèlement. Il y a toute la problématique de l'écran aussi, parce que l'écran catalyse toutes nos craintes, toutes nos appréhensions. Donc on a tendance à voir dans nos ados il y a un effet miroir, on voit nos propres pratiques et on peut se retrouver comme ça à dire à un jeune « mais arrête avec ta tablette » alors qu'on est soi-même nous en train de scroller. Ça nous renvoie à toutes nos contradictions et toutes nos difficultés qu'on a avec la connexion. Mais il y a aussi, comme vous le disiez, voilà, des opportunités. La tech, c'est aussi les métiers de demain, en fait. Et malheureusement, eh bien, peut-être par absence de culture numérique, on n'a pas beaucoup de filles. Alors, le problème est assez large, en fait, enfin, remonte à loin. Totalement. Parce que, voilà, il y a peu de femmes dans la tech, 15% environ aujourd'hui dans les métiers techniques de la tech, historiquement, en fait, au moment où il y a eu l'ordinateur personnel, on a largement poussé les garçons à se former et pas forcément les filles. C'est ce qu'explique aussi très bien Isabelle Collet dans Les Oubliés du numérique. Mais aujourd'hui, il y a un travail de déconstruction à faire autour de la tech et du numérique pour montrer que ce sont des métiers qui concernent aussi les jeunes filles. Et cette déconstruction, nous, on a un rôle à jouer là-dedans en tant que médias, à travailler les représentations et justement à donc présenter des rôles modèles aux jeunes filles dans cette période clé de l'adolescence où on commence à se poser les premières questions d'orientation, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et de travailler ces rôles modèles de façon à ce que ce soit vraiment pertinent, c'est-à-dire des jeunes femmes et pas forcément des rôles modèles avec des backgrounds, enfin voilà, avec qui ont fait des choses extraordinaires. Oui, des rôles modèles tangibles, qu'on puisse toutes et tous d'ailleurs aussi s'approprier pour en faire aussi là aussi des inspirations et des modèles à suivre, mais de façon très, très pragmatique. On continue justement à parler de cette éducation à l'information au numérique avec nos invités. Ce sera le talk, c'est d'ailleurs le talk tout court, deuxième partie.
Et justement, cette éducation au numérique, elle démarre là aussi par les magazines d'information comme Chute Magazine avec vous, Sophie Comte. Vous lancez donc cette nouvelle version, vous l'appelez de vos voeux et surtout, vous l'appelez via du financement participatif sur KissKissBankBank avec déjà 3500 précommandes validées à ce jour. Ça va s'appeler Chute Explore. Voilà à quoi ce magazine pourrait bien ressembler, tiens. Ta vie défile en reel. Tu la scénarises. Mets ton masque, tes filtres et tu t'exposes dans le grand bain. Des commentaires parfois acerbes, des rires moqueurs. Ta vie défile en reel. Tu te laisses porter par le flot hypnotique de ces vidéos qui s'enchaînent et t'enferment dans leur cycle. Ta vie défile en reel et l'algo sait déjà tout de toi, de ce que tu aimes ou n'aimes pas. Un tox, un fox, les émotions se bousculent, difficile de distinguer le faux du vrai, le complot du mégalo. Qui se cache derrière ces bulles, ces écrans, qui invente ces jeux, ces apps, ces outils qui façonnent le monde. Si c'était toi qui changeais tout, avec la tech, le numérique comme outil, avec de nouveaux filtres et tes yeux, à toi. Chute, explore, découvre, défriche, comprend, analyse. Et voilà, le premier exemplaire de Chute Explore n'est pas encore imprimé. Il le sera évidemment à l'issue de cette campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank qui se termine le 9 avril, je crois. Mais vous avez déjà le thème de ce premier numéro, Ma vie en reel. Évidemment, on joue sur le In Real Life et sur les vidéos sur les réseaux sociaux. L'idée, c'était avant tout de s'attacher au cliché de la vie ultra connectée des ados. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on a choisi ce titre, La vie en reel, reel parce que c'est un mot, voilà, il y a ce jeu de mots avec le format Instagram, qui est le format vidéo aussi de TikTok, et reel parce qu'on a tendance à créer en fait un peu deux mondes. On fait de l'écran une forme de barrière entre un monde qui serait la vraie vie, in real life, on dit effectivement, et un autre monde qui serait un monde qu'on appelle virtuel. On les oppose comme ça. Alors peut-être que ça vient de l'étymologie du mot écran, qui signifie initialement en fait un panneau devant qui protège de l'ardeur d'un foyer. D'un feu. Et en fait, c'est vrai qu'on a encore gardé peut-être cet imaginaire-là dans l'écran qui on dit écran total, on met un écran total, on dit faire écran aussi. Donc l'écran constitue comme une forme de barrière. Et là c'est vrai que dans l'imaginaire qu'on a créé autour du numérique, on a créé comme ça ces deux mondes-là. Et ce qui fait que finalement, on a tendance à opposer et à penser que le monde qui se passe en ligne est un monde peut-être moins important, est un monde factice, n'est pas vraiment réel. Alors qu'en fait, il est tout aussi réel. Il fait partie d'une continuité, en fait. Il y a le réel, c'est la vie en ligne et la vie connectée. Et c'est ça qu'on a eu envie de déconstruire, parce que c'est vrai qu'à une période comme à l'adolescence, on a souvent ce tiraillement, ces difficultés entre les parents et leurs enfants, où on va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux? Il passe un temps monstrueux. On sait qu'en fait, les ados à cet âge-là passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, parce que ça vient aussi d'un besoin de socialiser. Il y a un besoin fort à ce moment-là, à cet âge-là aussi. Donc voilà, il y a un peu tout ça à déconstruire pour montrer ce qui se passe vraiment en ligne, et qu'il n'y a pas que des contenus, je ne sais pas, c'est ce cliché de l'adolescent écervelé qui regarderait que des vidéos abrutissantes sur TikTok. Il y a aussi énormément de choses très intéressantes et pertinentes, des contenus pédagogiques dont vous parlez beaucoup ici. Ouais, on peut aussi retrouver de la nuance finalement dans ces pratiques numériques. Je voudrais revenir sur cette expression de faire écran et relancer la question avec Anne-Sophie Novelle, justement parce que là aussi, ce qui est très fort dans vos deux initiatives, et notamment dans votre ouvrage chez Actes Sud, Anne-Sophie, Mieux s'informer, je passe à l'acte, c'est que finalement, on a parfois quelques critiques à faire en tant que consommateur d'infos et citoyens et citoyennes vis-à-vis des médias qui justement ne font plus toujours si écran que ça pour nous permettre là aussi de pouvoir aborder ce débat citoyen sereinement. Excusez-moi, j'ai pas vraiment compris la question. Quand justement on revient sur cette idée de faire écran, est-ce que l'étymologie du mot justement numérique que nous rappelait Sophie Comte ici sur ce plateau, faire écran, peut-être que parfois on peut aussi reprocher aux médias traditionnels de ne plus savoir faire écran et permettre de digérer l'information avant d'en faire un débat.
Oui, c'est un peu ce que dénonçait le documentaire Derrière nos écrans de fumée également, si on doit reprendre un peu ce terme. Donc aujourd'hui, il y a aussi une façon de mettre en scène l'information qui parfois va être tellement caricaturale qu'elle empêche justement cette nuance que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est une histoire de filtre là encore, de temps de préparation, et là ça touche à ce qu'on appelle la bonne information, l'organisation du débat public, et d'une ligne éditoriale, d'une rédaction à l'autre, ça peut varier en fait tout simplement. L'important c'est d'en avoir conscience. Il y a des émissions comme ça qui ne font plus écran et qui sont pourtant très regardées. Et je pense que les gens qui regardent le savent, ils en ont conscience, mais voilà, c'est pas pour rien aussi qu'on regarde. Ça appelle à des mécanismes psychiques derrière. Donc c'est là qu'on doit interroger aussi la responsabilité journalistique et le rôle voilà, des équipes dans les hiérarchies qui sont derrière ces émissions, notamment, et même parfois de la manière dont ça peut être manipulé. Et là-dessus, on a eu pas mal de débats récemment sur la concentration des médias qui peuvent aussi être interrogés. Et là aussi, il y a une culture dans la société qui est apte à questionner ça. Oui, en effet, encore une fois, on ne le dira jamais assez, ouvrir au maximum les portes des rédactions, ouvrir le capot des algorithmes, mais peut-être aussi ouvrir la compréhension du financement de l'info, parce qu'elle est essentielle. Il y a une autre caisse de compréhension que vous ouvrez, Sophie Comte, avec Chute Magazine et bientôt Chute Explore, c'est aussi celle de l'inclusivité finalement des publics. Vous avez envie d'aller chercher celles et ceux qui sont peut-être parfois un petit peu éloignés justement de ces sujets, de ce débat sur l'info et sur le numérique. Les filles, on le rappelait tout à l'heure, notamment pour l'attrait des métiers de la tech, essayer de déconstruire les stéréotypes de genre et leur permettre aussi de se dire que la tech, c'est définitivement fait pour elles. Les jeunes éloignés du numérique, là aussi, l'idée c'est de se dire que ce format papier va peut-être aussi les réconcilier finalement avec la façon dont d'autres jeunes, d'autres enfants se forment justement et forment leur esprit critique sur le numérique. Et puis les jeunes aussi avec des troubles 10, quel que soit le trouble 10 en l'occurrence, l'inclusivité, l'accessibilité de l'info, c'est essentiel. C'est vrai que l'inclusion, c'est un thème fort pour nous chez Chute, parce que on aime dire que dans la tech, il y a un peu des bulles de communauté quand on en trouve sur les réseaux sociaux. Il y a des acteurs qui ont appréhendé très rapidement ce sujet, par exemple, d'un point de vue plutôt économique, au travers de tout ce qui est start-up. Les grandes entreprises parlent de transformation digitale entre elles. Les geeks parlent plutôt de l'aspect technique. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'était que c'était des enjeux de société qui concernent absolument tout le monde de 7 à 77 ans, comme le dit l'expression consacrée. Et en fait, quand on parle des enjeux de société, finalement, on parle à tout le monde. Donc voilà, déjà, dans notre proposition, il y avait cette idée-là. Après, c'est vrai que plus on a creusé cette idée d'inclusion, plus on s'est rendu compte qu'il y avait des publics effectivement très précis qui étaient un peu exclus du numérique. Donc je parlais évidemment des femmes, tout à fait. On travaille sur une version adaptée aux troubles 10, parce qu'on sait que c'est une demande forte aussi de la part des CDI dans les collèges avec lesquels on travaille. Ouais. Ils nous feront monter ça, en fait, le besoin d'avoir des supports visuels qui soient adaptés. Et puis, pour pas créer, parce que le numérique peut inclure, mais il peut aussi exclure. Donc il faut toujours veiller à ça, un peu comme une éco-conception. Il faut faire de l'inclusion by design, c'est un peu l'idée. Et pareil, effectivement, du côté de ces publics éloignés du numérique, comme on l'a vu pendant les différents confinements, c'est aussi un révélateur des inégalités sociales qui existent dans notre société. Et on voit effectivement que des jeunes n'ont pas accès, n'ont pas pu suivre l'enseignement à distance parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur au sein des foyers, etc. Donc il y a un besoin, c'est aussi pour ça qu'on le fait au format papier, de ramener cette culture numérique au sein des écoles, qu'on a imaginé comme un support d'ailleurs qui se déplie. Vraiment une expérience de lecture dépliée en accordéon puis en grand pour permettre justement de partager avec d'autres en classe, en famille, de pouvoir ensemble s'interroger, parce que l'idée c'est de
recréer du dialogue et de pas, encore une fois, avec cet écran qui parfois nous éloigne les uns des autres. L'idée, c'est d'arriver à retrouver ces moments de partage parce que même les parents, en fait, sont très concernés. Ils se sentent aussi particulièrement démunis. Ils ont la sensation parfois de manquer de clés, de compréhension. Comment je fais pour accompagner mon ado? À quel moment je dois lui donner un téléphone portable ou pas? Voilà, on manque d'infos. Donc, il y a aussi l'idée de partager, de recréer ces moments d'échange en famille. Oui, justement, pouvoir ouvrir le débat de façon intergénérationnelle. On parle souvent de parentalité numérique, Sophie. Anne-Sophie, est-ce qu'il faudrait aussi parler de parentalité informationnelle? Oui, d'une certaine manière. Moi, j'aime bien parler de permaculture informationnelle ou d'hygiène informationnelle. C'est surtout des nouveaux rituels à prendre. Après, au niveau de la parentalité, moi, j'interviens beaucoup, alors plutôt dans les classes de primaire, vers les CM1, CM2. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une génération de parents qui ne sont pas toujours vigilants sur les usages. Et quand j'interroge ces jeunes de 8-9 ans qui voient parfois le grand frère, la grande sœur ou des cousins plus âgés, ils les voient basculer dans des usages numériques. Et il y a des témoignages un peu touchants. Une jeune l'autre jour qui me disait « Bah oui, j'ai demandé à mon cousin que je voyais un déjeuner de famille, il passait son temps derrière son écran à faire défiler les images. Et quand je lui ai demandé ce qu'il était en train de faire, il lui a répondu « Bah je sais pas ». Et donc, voilà, je trouve qu'au niveau du lien social, il faut avoir conscience aussi de ce que ça peut générer. Et puis, bon, moi, j'ai aussi une adolescente à la maison, une jeune adolescente. Donc, je me pose aussi la question en tant que maman. Donc, je vais l'abonner à Chute Explore, ça c'est clair. Et j'essaie aussi de rentrer dans ses usages parce que je me dis, je suis peut-être une boumeuse qui n'a rien compris à ce qu'elle est en train de faire. Je sais quel est son besoin de se sentir voilà, avec ses copains et copines en lien. Je lui ai dit qu'elle n'aurait pas de téléphone avant la 4e et que, voilà, donc on essaie de s'arranger, mais c'est vrai que moi, ça m'interroge beaucoup sur ces usages, les miens, le modèle qu'on leur montre et la meilleure manière de faire. C'est un questionnement, mais j'ai envie de dire quasiment quotidien. Je n'ai pas envie de rentrer dans le conflit avec elle là-dessus, mais plutôt d'apprendre. Mais je trouve qu'en fait, là-dessus, les GAFAM ont un pouvoir sur nous qui est juste vertigineux. Et j'avoue que j'y vais quand même avec beaucoup d'a priori négatifs. Et je crois que c'est important d'alerter là aussi. C'est pour ça que l'éducation média, c'est bien pour les petits à l'école, mais il est important d'en faire dans toutes les strates de la société, des classes d'âge et des classes sociaux des CSP en fait, parce que je veux dire, on n'est pas pourvu de la même manière, on n'a pas les mêmes capacités de comprendre tout ça, et donc du coup ça a des conséquences par la suite, donc c'est vraiment crucial. Les consommateurs d'infos d'aujourd'hui, ce sont aussi les citoyens, les citoyennes de demain. Merci infiniment Anne-Sophie Novelle, merci infiniment à Sophie Comte de nous l'avoir rappelé sur ce plateau. Mieux s'informer, je passe à l'acte, c'est à retrouver chez Actes Sud avec Anne-Sophie Novelle. Chute Magazine, prochain numéro, numéro 13, ce sera le 17 avril en kiosque, mais pas que, également sur votre site. Et puis on attend Chute Explore, la version ado à partir du mois de mai. Merci comme toujours aussi à Gaël Musquet pour ses idées derrière la tech. On se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.